Voilà, la gauche fracturée, le divorce est-il consommé? Bonjour François Pigmal. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député LFI de Haute-Garonne, député le mieux élu du département dès le premier tour, ce qui vous donne aussi des idées pour les élections municipales à Toulouse. Nous en parlerons. Face à vous, un cousin socialiste, Arnaud Simion, député vous aussi de Haute-Garonne pour le Parti socialiste. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous n'avez pas voté la censure contre François Bayrou jeudi dernier, alors que vous aviez voté celle contre Michel Barnier. Vous nous direz pourquoi. Une censure 2 jours après la déclaration de politique générale de François Bayrou, donc mardi dernier. Des généralités, du flou selon de nombreux observateurs, mais un mot d'ordre, s'attaquer au surendettement du pays, une faute morale selon le Premier ministre. Et la question bien sûr des retraites, on va en parler. Une renégociation est possible, un conclave entre les partenaires sociaux entamé dès vendredi dernier. François Pigmal pour la France Insoumise, qu'avez-vous tout d'abord pensé de cette déclaration de politique générale ? Bon, pour nous, ce que propose M. Bayrou, c'est ce que voulait faire M. Barnier en pire, puisqu'il y aura des dépenses publiques qui vont être coupées en supplément. On a face à nous un gouvernement qui est minoritaire, ultra minoritaire, et qui est composé de briques et de brocs. Vous avez à la fois M. Retailleau, M. Valls, qu'on a été chercher un petit peu dans le fin fond des oubliettes, si je puis me permettre. Ce gouvernement, il est rejeté massivement par la population, et en plus, il propose un programme qui est à l'opposé de celui du nouveau Front populaire. Donc pour nous, il était naturel et logique de le censurer. On va parler. C'est ce qu'on a fait avec un certain nombre de partenaires du NFP. Quatrième déclaration de politique générale en un an. Vous avez assisté, vous, Arnaud Simion, déjà à 3, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que vous avez pensé de celle-ci ? Permettez-moi juste un mot d'introduction, puisqu'il y a quelques jours, on a fêté la promulgation de la loi Veil. Et de rendre hommage à ce combat des femmes, un moment précisément où, dans le monde, les conservatismes, les pouvoirs réactionnaires, justement, augmentent. Les femmes doivent disposer de leur corps librement. C'est important, je pense. Et désormais inscrit dans la Constitution. Absolument. Ce que vous devez peut-être à Emmanuel Macron. J'en ai pensé, on le doit d'abord à des députés. On le doit d'abord à des députés. Ça vient en effet d'LFI et le Congrès. Et le Congrès. Effectivement. Sénat et Mélanie Vogel, effectivement, au Sénat avec le groupe écologiste. Arnaud Simion. Je n'ai pas pensé du bien de ce discours, bien évidemment. La déclaration du Premier ministre a été vague dans ses intentions, sans élan, sans dynamique, sans tracé de chemin, et surtout sans reconnaître les concessions que le Premier ministre a fait, notamment au Parti socialiste, mais aussi à une partie des écologistes et des communistes. François Bayrou qui a donc obtenu à l'arraché une non-censure de votre part du Parti socialiste. Les tractations se sont tenues jusqu'au dernier moment. Le Premier ministre retrouve ainsi un peu d'air, contrairement à son prédécesseur. Il se sort de l'emprise du Rassemblement national. Christelle Méral. L'issue était connue d'avance. Le gouvernement n'est pas censuré. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Car les socialistes avaient prévenu. Ils ne se sont pas associés à la censure déposée par la France Insoumise, les écologistes et les communistes. Rupture consommée avec LFI au nom d'une opposition constructive. Notre vocation n'est pas toujours de nous limiter à prendre date en attendant toujours la prochaine élection. Elle est d'arracher, jour après jour, toutes les victoires possibles. Applaudissements nourris des socialistes. Ils mettent en avant quelques-uns des derniers engagements du Premier ministre obtenus juste avant le vote. Maintien de 4000 postes d'enseignants. Un seul jour de carence en cas de maladie pour les fonctionnaires au lieu de 3 envisagés. Et un dispositif contre l'optimisation fiscale. Satisfaction du gouvernement qui assiste en direct au divorce au sein du nouveau Front populaire. Une prise de distance actée par LFI. Ceux qui ne la votent pas, de facto, sont dans une majorité sans participation au gouvernement. Donc ça veut dire un renversement d'alliance. C'est ça qui est en train de se faire, de la part du Parti socialiste, et en plus, très franchement, pour un enfumage total. Petite victoire pour le gouvernement. Depuis des semaines, le Premier ministre tente d'obtenir le soutien relatif du PS. Un autre chemin se dégage pour qu'une entente
permettent de construire un avenir différent. Comme prévu, le Rassemblement national dit attendre les actes et n'a pas voté la censure, se réservant la possibilité de le faire plus tard. Arnaud Signon, député PS, pourquoi, en votre âme et conscience, n'avez-vous pas voté cette censure alors que vous aviez voté celle contre Michel Barnier? Pour au moins 5 raisons. Je vais essayer de les expliquer très rapidement. Mais en tout cas, ce qui s'est passé hier, contrairement à ce que je viens d'entendre, jeudi dernier, n'est pas un blanc-seing au gouvernement. Le juge de paix, ce seront les documents budgétaires que nous aurons à valider et à amender le cas échéant. Nous avons pris nos responsabilités parce que nous ne nous résignons pas et nous ne nous résignerons jamais à ne pas tenter d'arracher des victoires. Je le dis à dessein avec presque une communication non verbale sur mon visage, d'arracher des victoires à ce gouvernement pour le quotidien des Françaises et des Français. Arracher des victoires par le dialogue et non par la négociation. Nous avons décidé d'aller négocier au vu et au su de toutes et de tous, devant les Français et les Françaises. Les élus communistes, écologistes sont venus avec nous. Et il est indéniable qu'il y a quelques avancées notoires, importantes, sur le quotidien des Français. Alors, je ne vais pas ici m'amuser à les égrener, mais enfin, j'en prends une. L'abandon de la suppression de 4000 enseignantes et enseignants, c'est quand même quelque chose de très important. On le voit dans nos circonscriptions quand, forcément, les familles ou les enseignants disent qu'il n'y a pas assez de professeurs devant les élèves. Le fait de créer 2000 postes d'AESH, c'est aussi un point important que nous avons négocié, que nous avons demandé. Deuxièmement, la justice fiscale également. Alors bien sûr, on peut voir toujours le fait que le verre est à moitié vide, évidemment, mais il y a un petit bouger de ce pouvoir sur certains éléments fiscaux. Troisièmement, la question des retraites, je suis désolé, mais la question des retraites, elle est au cœur du débat public. À nouveau, qui pensait pouvoir réunir l'ensemble des forces syndicales autour de cette question il y a encore quelques semaines. Quatrième point, Mayotte. Je suis désolé, mais Mayotte, c'est important. C'est lundi, Mayotte, avec la loi spéciale. Demain, dernier point, je serai très bref, c'est le 5e point, c'est le devoir que nous avons et une responsabilité de neutralisation de l'extrême droite pour ce gouvernement et dans le Parlement. Je préfère voir le gouvernement négocier avec la droite le socle commun, qui n'a rien de commun et qui n'est pas de socle, et avec la gauche que l'extrême droite. François Pigmal, la France insoumise, qu'est-ce que vous dites au Parti socialiste? Bien joué, vous avez obtenu des avancées, peut-être sur les retraites, plus de jours de carence pour les fonctionnaires, la fin de ces 4000 suppressions de postes dans l'éducation nationale? Nous regrettons la position isolationniste, d'isolement qu'a choisi le Parti socialiste. Mais ces avancées-là, est-ce que vous les reconnaissez? Non, mais juste, je le dis. Le groupe GDR communiste a voté la motion de censure, les écologistes ont voté la motion de censure, Génération a voté la motion de censure. Le seul groupe qui fait défaut dans le nouveau Front populaire pour cette union-là, c'est aujourd'hui le Parti socialiste. Et je tiens à rendre hommage aux 8 députés socialistes, parce que je sais que la décision n'a pas été unanimement partagée, qui eux ont voté la motion de censure. Si on prend, je ne vais pas prendre point par point parce que ce serait un peu long, mais juste 2 choses. Est-ce que vous reconnaissez des avancées? Non, aucune. Et on pense que ça va être pire. On va prendre la question des enseignants. C'est un sujet très important. À Toulouse, par exemple, vous avez beaucoup de classes où il n'y a pas d'enseignants devant les élèves. Là, on a le maintien de 4000 enseignants. C'est un minimum. Et ça devait être quelque chose qui devait être supprimé. Vous savez combien ça coûte? C'est 150 millions d'euros. Alors comme ça fait beaucoup. Mais mettez en parallèle avec les coupes budgétaires qui sont prévues par le gouvernement Bayrou de 10 milliards d'euros. Eh bien, c'est ce qu'on appelle une miette. Et nous, ce qu'on pense et ce qu'on porte, notamment avec le programme du nouveau Front populaire, c'est une formation massive, un recrutement massif des enseignants. Il en faudrait 60 000 à minima nouveaux recrutements pour répondre à minima aux attentes. Sur la question de la réforme des retraites, on nous annonce une sorte de conclave qui ressemble à un secret story où on va mettre autour de la table tous les partenaires sociaux qui ont déjà dit pour certains qu'ils n'allaient pas trouver de solution, puisque certains vont avoir le droit à un veto, comme le MEDEF. Et moi, j'attends de voir comment le MEDEF va se mettre d'accord avec la CGT, surtout sur une hypothèse budgétaire qui a été donnée par M. Bayrou, qui est insincère de l'aveu de tous les partenaires sociaux. Donc pour nous, effectivement, vous avez employé le terme d'enfumage.
c'est celui-là qu'on pourrait employer sur ce qui vient de se passer. Mais je garde l'espoir que les socialistes reviennent à la raison et votent la motion de censure sur le budget qui arrive. Un retour à la raison. Je l'ai dit tout à l'heure, à l'instant, ça a été mes premiers mots. Ça n'est pas un blanc-seing et le juge de paix, ce seront les budgets du PLF et du PLFSS. C'est une mise à l'épreuve du gouvernement. Tout ce projet de loi finance de la sécurité sociale. Non, on ne se fait pas enfumer. On prend nos responsabilités dans un monde redoutable où Trump arrive à la Maison-Blanche, où nous allons acter dans quelques jours les 3 ans de la guerre en Ukraine, où notre pays est à l'arrêt, où les collectivités, les grandes associations, les grandes institutions demandent des budgets. Nous sommes dans une position compliquée, avec une Europe en difficulté également, l'Allemagne qui est à l'arrêt également. Il faut donner une chance à cette chance. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons pris nos responsabilités et nous sommes allés négocier des éléments budgétaires. Mais bien évidemment, demain ou après-demain, si nous constatons que les actes posés ne sont pas budgétaires et ne sont pas ancrés de la réalité, là aussi nous prenons nos responsabilités, soyez-en certains. Est-ce que le nouveau Front populaire est fracturé, tel que l'affirme Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que c'est la fin de cette aventure, de cette dystopie? On va voir la photo de famille. Je pense que le NFP né dans l'urgence. La question aujourd'hui se pose au Parti socialiste, puisque c'est lui qui fait défaut à l'union qu'on a tous et toutes sur la question de la motion de censure. Et je pense que la problématique qu'on a, c'est que derrière cette négociation, nous, on n'a rien contre le fait qu'on aille négocier, à partir du moment où c'est sur la base du programme sur lequel on a été élu, c'est l'histoire celui ancienne. Du nouveau Front populaire. Mais je finis. Le congrès du Parti socialiste ne peut pas se permettre, parce qu'ils sont divisés entre eux, de prendre en otage le nouveau Front populaire. Donc nous, on va continuer à faire vivre la voix du nouveau Front populaire, du programme sur lequel on a été élu. Et je rappelle qu'on a tous prêté un serment, c'était à l'époque de la NUPES, le serment sur l'abrogation de la réforme des retraites. Des camarades socialistes l'ont voté également. Il serait bon que tout le monde le respecte. Alors, cher François, moi, la NUPES ne m'engage pas à titre personnel, je vous le dis très clairement. Je pense que le congrès de PS, il n'y a pas de congrès de PS pour l'instant, il n'y a pas de date qui est prise. Il serait temps qu'il y ait lieu pour une clarification. Il n'y a pas en l'occurrence de date qui soit pour l'instant calée. Personne n'est a priori possesseur de la marque Nouveau Front populaire, ni la France insoumise, ni le Parti socialiste, ni les écologistes, ni les communistes. On n'a pas mis à l'index la France insoumise parce qu'ils n'ont pas voulu se rendre à Matignon, au ministre de l'économie, avec nous et les écologistes et les communistes. Donc voilà, vous savez, il faut aussi relativiser les choses. En 2023, nombreuses motions de censure déposées par la France insoumise n'ont pas été votées par le Parti socialiste. Parce que déjà, il n'y avait aucune chance qu'elles soient votées. Hier, c'était un pistolet à eau. Mais faire de la politique, c'est aussi des moments et c'est des symboles. Et là, nous considérons le symbole et la politique, que le moment est important et que nous devons impérativement... Et le symbole, c'est de se séparer, de faire acte d'autonomie vis-à-vis de la France insoumise? Mais il n'y a pas à rechercher l'autonomie. Nous sommes chacun des partis politiques dans une forme de indépendance absolue. Il n'y a pas de problème. Le Parti socialiste, les Verts, la France insoumise et les communistes ont leur propre vie. Il n'y a pas de problème. Pourtant, Jean-Luc Mélenchon a prévenu Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, ceux qui n'ont pas voté la censure, les députés socialistes qui n'ont pas voté la censure, auront demain un candidat de la France insoumise face à eux. Oui, mais nous, ce qu'on attend, c'est une clarification, en fait. Et là, on ne l'a toujours pas. C'est-à-dire, est-ce que le Parti socialiste considère que le nouveau Front populaire n'a plus lieu d'être? Et c'est le signal qu'il a envoyé en ne votant pas la motion de censure, en se désolidarisant des autres. Ou est-ce qu'il considère qu'il a lieu d'être? Il y a une séance de rattrapage sur le budget. Nous, on va attendre de voir comment se comportent les uns et les autres pour savoir ce qu'il en est. Nous, en attendant, juste pour expliquer bien quelle est notre démarche, on estime que ce qui a fait s'effondrer la gauche, c'est les promesses non tenues. Et on pense que quand on a été élu sur un programme, la constance
et l'honnêteté vis-à-vis des électrices et des électeurs, c'est de s'y tenir. Un des fondements, je finis là-dessus, Arnaud, je finis là-dessus. Un des fondements de notre élection a été l'abrogation de la réforme des retraites de Madame Borne. Aujourd'hui, on sait très bien qu'avec on va dire, ce conclave qui va durer 3 mois, renégociation etc. qui repassera on sait très bien que ça Parlement, n'aboutira pas. Tout le monde le sait que ça ne va pas aboutir. Donc, nous, on ne veut pas aller dans cet entourloupe. Donc ça ne sert à rien. Et on préfère dire que le gouvernement Bayrou, qui contient en plus des éléments qui frayent avec la droite radicale, voire avec l'extrême droite, doit être censuré tout de suite, tout simplement parce que les gens n'en peuvent plus de Macron et de son monde. Arnaud Signon, ça Je voulais interpeller François Piquemal pour lui demander tout simplement si il avait constaté que nous avions la majorité absolue ou même relative à l'Assemblée nationale. Nous ne l'avons pas. Nous avons enregistré un succès en 2024, en juillet 2024, pas une victoire. Ah si, pour nous, c'est une analyse différente. Je suis content d'apprendre qu'on n'a pas eu la victoire alors qu'on arrive en tête des élections. Effectivement, on n'a pas une majorité absolue. On n'a pas une majorité absolue. Je voudrais finir ma phrase. Je finis. On a une majorité absolue. Nous avons un programme commun. Nous avons proposé une candidate comme première. Tu as dit nous avons une majorité absolue. On n'en a pas. On a une majorité très relative. Relative. On a proposé un programme, une candidate, Lucie Castet, qui s'est prononcée pour voter la motion de censure. Donc du coup, je crois que les choses sont assez claires et qu'il est légitime que nous demandions à ce que nous puissions gouverner le temps que la démocratie parlementaire le permettra. Comme tu as constaté, Jean-François, depuis juillet, Lucie Castet n'est pas Première ministre. Et on le regrette. On le regrette. Oui. Et donc, il faut continuer ce chemin. Et voilà donc la gauche fracturée, selon les mots de Jean-Luc Mélenchon, à un an, un peu plus d'un an des municipales. Ce sera en mars 2026. François Piquemal, vous êtes député le mieux élu de Toulouse, je le disais, sur la 4e circonscription, 10 cantons, 100 000 habitants élus à 53%. Vous êtes officiellement candidat à la mairie de Toulouse, c'est bien cela? Oui, je propose. Mais avec qui? Je propose ma candidature à l'Union de la gauche et pour avoir une gestion pluraliste de la ville et de la métropole et qu'on accomplisse une campagne qui ramène enfin le Capitole là où bat le cœur de Toulouse, c'est-à-dire du côté de la solidarité. Donc je fais cette proposition. Le PS, les Verts, tout le monde derrière vous. J'ai rencontré, les communistes. J'ai rencontré avec nos responsables toutes les composantes du nouveau Front populaire, mais aussi les mouvements comme Archipel citoyen, le Printemps toulousain, l'Assemblée des quartiers. Nous avons eu des discussions franches, nous avons dit que nous étions prêts à des avancées sur la question stratégique, programmatique, de la composition de liste. Chacun maintenant m'a dit vouloir faire un petit peu son chemin, ce que je comprends et que je respecte. Et je ne désespère pas, et en tout cas moi je vais m'y atteler, à ce qu'on réussisse l'union de la gauche dès le premier tour. Mais le Parti communiste a déjà prévenu, attention, le programme d'abord, le projet d'abord, et après on verra pour la tête de liste. Mais pas de souci, on est prêt à discuter du projet, du programme. Arnaud Signon, vous rangeriez derrière LFI, vous plaidez pour une candidature PS François Piquemal a son propre agenda, je le respecte totalement. Il a ses propres ambitions, je les respecte totalement. Moi, mon agenda, ce n'est pas les élections municipales de la ville de Toulouse. Non, mais ça le sera peut-être un jour. Mais en tout cas, mon agenda, depuis les dernières européennes. Mon agenda, c'est lundi prochain, la loi spéciale sur Mayotte et après le PLFSS, le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Les socialistes, à l'évidence, même si je ne suis pas le porte-parole des socialistes, auront un rôle très important à jouer pour ces élections municipales. Ils auront un rôle éminent. Il ne vous a pas échappé que Carole Delga est la présidente de région socialiste de l'Occitanie, que le conseil départemental est dirigé par les socialistes et la gauche, que de nombreuses villes autour de Toulouse sont dirigées par des maires socialistes, dont mon amie Karine Craban-Michelet, maire de Colomiers. Et donc forcément, nous aurons à un moment donné, sur la base d'un projet que nous porterons aussi, des choses à dire et des choses à amener à la ville de Toulouse, bien sûr. En tout cas, le maire de Toulouse sortant, Jean-Luc Moudin, d'hiver droite est lui déjà candidat déclaré. Il se pose en rempart contre les extrêmes. C'était la semaine dernière. Écoutez. Je m'efforce de travailler avec des tendances politiques différentes, du centre, de droite, de gauche, notamment à la métropole, pour bâtir des projets et repousser les tentations extrémistes. Et je crois qu'à partir du moment où on est près des gens et où on fait des choses,
et qu'on les fait ensemble. Et je travaille bien avec Carole Delga, la présidente de région, je travaille bien avec Sébastien Vincini, le président du département. Je crois que c'est quelque chose qui, effectivement, est rassurant. La tentation des extrêmes, vous vous sentez visé, François Piquemal? Pas du tout. Je ne sais pas de qui parle M. Moudenc. Mais je pense que pour celles et ceux qui nous regardent, en 2026, il y aura 2 choix pour Toulouse. C'est soit continuer avec M. Moudenc et le Toulouse plus cher, les transports qui augmentent, les loyers qui augmentent, le tarif de l'eau qui augmente. Maintenant, on paye la collecte des déchets verts. Soit on bifurque avec nous et on fait le Toulouse moins cher. Parce que oui, nous allons encadrer les loyers dans cette ville. Il est anormal de la livrer aux spéculateurs comme le fait M. Moudenc. Et oui, nous allons faire baisser les tarifs des transports en commun et remettre en gestion publique un bien commun qui est très important, surtout à l'heure du dérèglement climatique, c'est l'eau. Jean-Luc Mélenchon, est-ce un poids, est-ce une difficulté pour conquérir la mairie de Toulouse? Ouais, je pense que si vous regardez les scores électoraux, Jean-Luc Mélenchon, il a fait quasiment 20 000 voix de plus que M. Moudenc lors des dernières élections présidentielles. Mais pas aux européennes. C'est Glucksmann, Raphaël Glucksmann qui était en tête. Effectivement, M. Glucksmann est arrivé en tête avec 21% des suffrages et la France Insoumise avec 19,7% des suffrages à Toulouse. Vous voyez, c'est un petit peu à touche-touche. Et c'est une élection qui ne nous a jamais été favorable parce qu'il y a moins de participation. Et au présidentiel, si vous voulez rappeler les scores, Jean-Luc Mélenchon a fait près de 38% des suffrages et Anne Hidalgo 2%. Donc si vous voulez, on peut rentrer dans ces méthodologies de calcul-là. Nous, ce qui nous importe, c'est notre stratégie, un programme de rupture clair par rapport à M. Moudenc et son équipe municipale et réaliser l'union de la gauche autour de ce programme. Arnaud Simion, chacun voit midi à sa porte, on dirait, alors que la gauche a de réelles chances de l'emporter toujours à Toulouse. Au-delà des éléments de langage préélectoraux, moi ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une gauche qui ne se rétrécisse pas. Vous voyez, c'est une gauche qui s'ouvre, qui rassemble. Et nous verrons bien qui sera la meilleure ou le meilleur pour justement faire en sorte que cette ville, qui d'une manière générale, lors des élections nationales, vote très clairement à gauche, eh bien, n'arrive pas à s'ancrer avec un maire, une maire de gauche. Alors il y a un nom, bien sûr, vous en parliez, qui se dégage au PS, c'est celui de Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, élue sans accord avec les Verts ni la France Insoumise. Beaucoup, la presse de se déclarer candidate. Si tel était le cas, François Piquemal, vous rangeriez-vous derrière cette candidature? Alors je pense d'abord que ce serait une candidature assez baroque, pour ne pas dire curieuse. Parce que Mme Delga n'a jamais dit son attachement particulier à Toulouse. Elle est présidente de région, elle a, je crois, déclaré des ambitions présidentielles et je n'ose croire qu'elle se servirait des Toulousaines et des Toulousains comme marchepied pour ses ambitions personnelles. La deuxième chose, c'est que ce serait une candidature de désunion. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit les Insoumis ou nos amis d'Europe Écologie Les Verts, nous nous voyons mal avoir des discussions avec Carole Delga, étant donné sa position, notamment sur la question de l'A69. Vous dites Carole Delga. C'est une candidature de désunion de la gauche. Ça veut dire que LFI présenterait un candidat face à elle. D'ailleurs, vous savez, moi, quand j'étais candidat de la NUPES, elle a présenté contre moi une candidature de division et contre tous les parlementaires de la NUPES qui étaient LFI, des candidatures de division. Donc elle n'a jamais fait preuve d'une grande union de la gauche. Et si M. Moudenc la cite d'ailleurs comme une partenaire privilégiée, c'est aussi qu'il n'y a pas de différence politique nette entre elle et lui. Arnaud Simion, Carole Delga, c'est formidable. C'est juste formidable d'écouter François être finalement celui qui décerne les lauréats de l'union de la gauche ou de pas l'union. Je ne t'ai pas interrompu, François. Politiques. Merci, je te remercie beaucoup. Carole Delga, c'est la gauche. C'est la vraie gauche. Carole Delga, elle est sollicitée. Carole Delga, elle est même testée dans les sondages. Alors moi je ne suis pas son porte-parole ce soir, loin de là, mais Carole Delga, elle est d'abord à la tête de la région Occitanie, il y a un budget à faire. Elle sort d'une séquence mémorielle très importante avec les 10 ans. C'est elle qui peut faire la synthèse et elle à est gauche, elle est présidente, je finis juste, elle est présidente des régions de France à un niveau tel qu'on travaille aussi sur le budget de la France.
Elle s'exprimera et elle donnera sa position dans quelques jours. Je pense qu'elle est souhaitée, mais elle est. Et vous la souhaitez personnellement? Je n'ai pas de commentaire à faire sur. Ça n'est pas mon agenda. Dernière question, il nous reste à peine 2 minutes. Les agriculteurs, c'était il y a 1 an, le barrage de carbone sur l'A64. 4 premiers ministres se sont succédés depuis. Vous, député, législateur, François Pigalle, quelle devrait être la première mesure d'urgence? C'est une de celles qu'on a portées notamment avec Manuel Bompard et Aurélie Trouvé, c'est-à-dire des prix planchers pour les agriculteurs, et puis sortir de tous les traités de libre-échange qui les mettent en concurrence déloyale. Et puis repenser le modèle agricole, parce qu'on voit bien à quel point les agriculteurs souffrent. Il y en a un qui se suicide tous les 2 jours. Et à quel point il faut redonner du sens et des moyens pour les agricultrices et les agriculteurs. Arnaud Signol, on n'avance pas. Le président de la République a interrompu le circuit législatif de la loi de programmation, d'orientation. Exactement. Entre-temps, on a vu Ursula von der Leyen vendre le Mercosur. Présidente de la Commission. Les agriculteurs que moi j'ai rencontrés sur le territoire, à chaque occasion, m'indiquent qu'ils sont... Ils se considèrent en tout cas comme des sous-catégories sociales de la France. Et juste une dernière info, sur cette question-là, justement, précisément, parce qu'elle m'intéresse et parce que c'est un point très important, j'organise le 20 février prochain à l'Assemblée nationale un colloque sur la santé mentale des agriculteurs avec M. Bergeon, le réalisateur de Au nom de la terre. Merci d'avoir accepté le débat. Dimanche en politique se poursuit avec Francis Letellier. Tout de suite, très bon dimanche. Merci. Merci à vous.